Le président Kais Saied dissout le Parlement en Tunisie. En RDC, le ministre de l'économie éjecté du gouvernement par les députés. En Guinée-Conakry, le RPG d'Alpha Condé se réorganise. On termine par le Mali, la junte prise en étau par Wagner. Ces propos viennent du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Nos invités sont en place. Chris Ega, journaliste et directeur de publication de Express Info. Nous avons également un autre journaliste, Luis Kamako. Il est rédacteur en chef de Togo Breaking News. Et puis, Madame Dado Nora Noviekou est également là. Elle est la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Chers invités, bonjour. Chris Ega, ça fait longtemps que vous allez bien? Oui, un peu longtemps, pas trop quand même. Et je profite de l'occasion pour dire bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Je dis un bonjour spécial à tous ceux qui nous suivent de l'étranger, c'est-à-dire la diaspora togolaise. Lucas Mako, bonjour, ça va? C'est pas la grande force, c'est quoi? La vie chère? Bonjour madame, vous allez bien? C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Michel. Allez, on commence donc par la Tunisie. Le président a annoncé mercredi 30 mars la dissolution du Parlement, 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs. C'était en juillet 2021. Kais Saied a fait cette annonce lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qu'il a présidé quelques heures après que quelques 120 députés ont bravé la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidées depuis par le président de la République. Alors, Chris Ega, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la décision du président tunisien Kais Saied? On sait qu'il y a eu et qu'il y a déjà le bras de fer entre l'exécutif et le Parlement dans ce pays. Oui, bien entendu, c'est une décision politique. Si vous suivez l'actualité de ce côté-là, vous vous rendez compte que depuis 8 mois, je crois que c'est abondamment commenté sur les réseaux, depuis 8 mois, il y a cette tension-là qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans ce pays-là. Aujourd'hui, je peux dire tout simplement que c'est une situation paradoxale, en ce sens que lorsque, d'abord, dans un premier temps, il a suspendu l'Assemblée, et puis finalement, comme il s'est rendu compte que les députés veulent exister quand même, parce que c'est pour cela qu'ils sont élus. Ils ne sont pas élus parce que c'est les représentants du peuple, et que quand l'exécutif agit, il n'y a que ceux-là qui puissent dire ben, vous allez dans une mauvaise direction ou bien dans la bonne direction. Ils ont un droit de regard et qui est consacré par la Constitution, et leur refuser ce droit-là, je crois que c'est de reculer par rapport à la démocratie. On se rend compte quand même que la Tunisie vient très loin. En principe, aujourd'hui, le président doit jouer à apaiser la société, parce que la Tunisie traverse toujours une crise sociale, une crise politique, une crise économique. Avec les temps qui courent, il faut chercher un juste milieu et faire en sorte que la paix revienne en Tunisie, du moins la paix du cœur. Mais ce que s'emploie à faire le président tunisien Saied, c'est comme il veut rester seul aux manettes, prendre des décisions sans consulter qui que ce soit, ne travailler qu'avec ses amis. Or, la démocratie, c'est quand même que vous puissiez céder le droit de regard à tous ceux qui veulent participer à la vie publique. Mais là, il est chahuté par cette assemblée parce qu'il y a perdu la majorité. Et je crois qu'il y a aussi un souci de géopolitique et surtout un souci de religion, en ce sens qu'il ne veut pas donner main libre à Ennahda, qui est ce parti-là proche des islamiques. Je crois que c'est à ceux-là surtout qui veut barrer la voie. Et nous pouvons élargir le champ de l'analyse en faisant la comparaison avec d'autres pays comme l'Égypte. Vous vous rappelez très bien ce qui s'était passé là, vous vous rappelez très bien ce qui s'était passé en Algérie. Et je crois que notre analyse ira dans ce sens. Et ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie n'est pas sorti ex nihilo. C'est une situation de paradoxe que nous pouvons commenter abondamment sur le sujet ici. Alors, Madame Noviekou, comme Chris l'a dit, on sent le bras de fer entre le président Saied
et puis le Parlement dominé, si on peut le dire, par ce parti de tendance islamiste, Ennahda. Alors le bras de fer continue. Le président, visiblement, n'est pas content de cette plénière qui a été organisée mercredi. Oui, alors il n'est pas content, c'est vrai, mais je crois qu'il aura de la difficulté pour la suite si, entre-temps, il n'arrive pas à, je dirais, revoir un peu sa position en nous disant que c'est clair qu'il ne pourra pas gouverner seul. Et aujourd'hui, même là, je crois qu'il a lancé une initiative en ligne, même ça a été boudé par la population. Du coup, ça veut dire qu'il y a un problème. Si la population n'est pas avec lui, si la majorité de la population n'est pas avec lui, si la majorité de l'Assemblée n'est pas avec lui, c'est qu'il y a un problème. Et donc je pense qu'il a plutôt à gagner à coopérer avec l'Assemblée que à prendre des sanctions. Même si il a, disons entre guillemets, le droit de veto, ça ne va pas le faire. Je pense qu'aujourd'hui, pour la Tunisie, il y a besoin quand même de penser à gérer les choses d'une autre manière, donc de manière plus collégiale, pour que ça puisse avancer. Suspendre quand même le Parlement pendant 8 mois, c'est quand même quelque chose. Ouais. Et toutes les mesures qu'il a prises aussi ont des impacts sur le pays. Donc aujourd'hui, il faut plutôt revoir, réfléchir autrement et se poser les bonnes questions. C'est parfois dommage, mais c'est ça aussi ce que nous constatons dans nos différents pays. Et nous espérons tout simplement que d'ici là, les choses pourront avancer parce que ce bras de fer, c'est clair, ne pourra pas tenir longtemps non plus. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un cède. Donc j'espère que d'ici là, ils vont pouvoir trouver un moyen de pouvoir discuter et de pouvoir repositionner les choses. C'est vrai que, comme M. Christ l'a dit, il a des craintes en fait. Ça peut se comprendre. Mais là encore, en politique, il y a toujours une manière de négocier. Alors, cette plénière, le Kamako, cette plénière organisée par l'Assemblée nationale était pour annuler les mesures exceptionnelles qui ont été prises par le président Kais Saied. C'était en juillet de l'année écoulée. Est-ce que vous pensez que Ennahda va dormir face à cette situation? Non, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Déjà que beaucoup de gens crient à l'injustice parce que la plénière continue aujourd'hui. J'ai eu dire qu'il y aura une vidéoconférence aujourd'hui où les députés vont justement s'opposer à ces décisions du président Saïd. Et donc quand j'analyse tout ça, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est toujours l'ombre de Ben Ali qui plane sur la Tunisie, ce président qui a été décrié par tout le monde, ce président qui a été traité du dictateur. C'est ce qui a amené sa chute en 2019 avec le printemps arabe. Donc aujourd'hui, on est encore dans cette situation. Mais quand vous voyez aussi, quand vous analysez avec un peu de recul, quand vous voyez la décision du président actuel, vous allez peut-être lui donner raison parce qu'à un moment donné, lui aussi il a besoin de dérouler en fait son programme de société. Mais malheureusement, il n'a pas la majorité au Parlement. C'est un acteur de la société civile qui est venu au Parlement sans... En fait, il est venu à la présidence sans en fait sa députée. Donc aujourd'hui, il se retrouve seul face à cette législature-là qui est composée de d'environ 217 députés. Donc à un moment donné, puisque le Parlement n'est pas acquis à sa cause, puisqu'il n'est pas la présidence et le Parlement ne sont pas de mèche, le président il veut tout faire pour faire passer son programme. Mais est-ce que je me demande, puisque les autres l'ont dit, est-ce que c'est la meilleure manière? Est-ce qu'il faut d'abord un moment suspendre le Parlement et ensuite le dissoudre? Donc c'est la grosse interrogation aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre? Est-ce qu'il ne faut pas régler les choses autrement? Donc c'est la grosse interrogation. Mais qu'à cela le tienne, je pense que la décision elle est trop osée. Parce que si on regarde un peu dans le rétroviseur, on pouvait dire sans se tromper que depuis là, le président il est là et il ne se tourne autour de lui-même, il n'a rien fait pour le moment. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il s'asseye avec ses contempteurs pour que le pays avance véritablement. Chris Sega, face à ce méli-mélo, on a vu déjà des manifestations contre les décisions du président Kais Saied. On a vu également des manifestations qui prouvent à suffisance que la révolution de Jasmin n'a pas été totalement soldée. Et donc, face à toutes ces manifestations, le président Kais Saied a du pain sur la planche. Oui, ben, il faut le dire, parce que vous savez,
cette révolution-là n'est pas allée jusqu'au bout et déjà c'est un os en travers la gorge du peuple, de ceux qui ont dû faire des sacrifices. Et puis on va dire tout ça pour ça. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie est affligeant, d'autant plus qu'il y a eu un passé chargé de sang, un passé où les gens sont sacrifiés. Pourquoi se sont-ils sacrifiés? C'est pour avoir la démocratie, c'est pour avoir une vie sociale acceptable, c'est pour avoir une vie économique acceptable. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en Tunisie avec le président Saïd? C'est que tout ce pourquoi les gens sont battus, tout cela, aujourd'hui, ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est comme si cette révolution-là n'a pas permis de solder voilà, le passif qu'il y avait du côté de Ben Ali, qui a dû fuir. Et les gens, à un moment donné, en Tunisie, se sont dit que ils ont poussé un nous de soulagement, croyant que Ben Ali parti. Et la Tunisie va vivre un autre présent, un autre avenir. Mais on se rend compte qu'il y a un immobilisme et en plus il y a une chape de plomb en ce moment qui couvre les milieux associatifs, les milieux politiques, où un président qui est arrivé au pouvoir par la démocratie ne veut pas promouvoir cette démocratie. Et c'est grave. C'est ce qui se passe un peu partout en Afrique lorsque quelqu'un vient par la démocratie au pouvoir et ensuite ferme la porte à cette démocratie-là pour s'éterniser au pouvoir. C'est ce que Saïd est en train d'essayer en ce moment au pouvoir. Et c'est ce qui va encore faire en sorte que le feu qui couvait, le feu là va se libérer, va devenir sans doute une flamme parce que les gens ne vont pas accepter aller jusque-là pour chercher le bonheur et puis se retrouver avec un président qui ne veut faire qu'à sa tête. Et puis, je voudrais quand même situer ce qui se passe avec ça dans un contexte géopolitique qui est quand même dominé par l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'avec tout ce qui se passe, on n'a qu'une dénonciation très molle de la part des Américains qui estiment qu'ils vont maintenir les aides, mais que en ce qui concerne les prêts, etc., ils vont être, ils sont dubitatifs sur les aides à leur apporter. Mais vous allez constater que les Occidentaux ne disent rien. Ça voudra dire que ce dont on a peur en Tunisie, il faut bien le dire, c'est des islamistes, parce que c'est une situation que nous avons vécue, comme je le dis, oui, parce que ce parti-là est majoritaire et on ne veut pas donner le pouvoir à ce parti parce que si l'Assemblée a un droit de contrôle sur les actions du gouvernement et qu'on peut rétoquer les projets de ce gouvernement-là par les islamistes. Il faut le dire ainsi, on peut retoquer les produits du gouvernement. C'est vrai qu'ils vont donner de la préférence aux religieux, qu'aux politiques, qu'à l'économie. Et si vous avez la mémoire, vous direz que ça s'est passé en Algérie avec le FIS, Front Islamique pour le Salut. On a dû massacrer pratiquement ce parti-là pour remettre sur pied les partis laïcs. Cela s'était passé aussi en Égypte avec les frères musulmans et finalement leur leader a fait la prison et finalement est décédé en prison. Donc je crois que sur le fond, ce qu'il faut lire, c'est qu'on cherche à barrer la route au parti islamiste. Si c'est un quelconque parti qui a la majorité à l'Assemblée, passe encore. Mais que ce soit un parti d'obédience islamiste, et puis cette Tunisie-là qui est aux portes de l'Occident. Vous comprenez que si les islamistes prenaient le pouvoir dans la Méditerranée, vous comprenez que l'Europe est menacée. Et je crois que maintenant, Saïd a la caution, l'onction des Occidentaux. Et vous comprenez que ces gestes-là ne dénoncent rien. Si ça finalement, on a l'impression que ça peut se passer comme en Libye, parce qu'il y a un émiettement du pouvoir central, les gens vont recommencer à manifester et on peut aller très vite à la situation à la Somalie ou bien à la Libyenne. C'est ce qui est craint aujourd'hui en Tunisie et je crois que le président Saïd a la responsabilité de cette situation-là. La responsabilité d'une tension croissante lui incomberait aussi parce qu'il n'a pas su manœuvrer. Il faut qu'il quitte maintenant l'esprit associatif pour faire la politique parce que, voilà, il n'est pas du milieu politique, mais une fois arrivé au pouvoir, il doit gouverner avec la politique. Et il faut qu'il s'y mette maintenant. Et ce n'est pas ce que les Tunisiens évitaient, Mme Noviekou, en choisissant Kais Saïd, comme Chris l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas un pur politique. Alors, il est toujours, disons plutôt qu'il n'est pas toujours évident de gouverner un pays, de gérer tout un État. Mais ce que je note que
Et ça, c'est peut-être un constat aussi récurrent, où quand quelqu'un vient au pouvoir, on espère aussi que très rapidement, tous les problèmes vont s'effacer. Ça, c'est aussi une triste réalité qu'il faut peut-être corriger, parce qu'il y a déjà l'héritage qui est déjà là, c'est-à-dire qui est souvent négatif. En termes de quand vous prenez le pouvoir, il y a déjà un héritage qu'on vous lègue, que vous devez gérer, que vous devez en fait améliorer en fait. Sinon solder. Voilà. Et donc, ça demande tellement d'énergie et de stress. Je peux comprendre. Alors, maintenant, le tout réside dans la manière en fait de faire. Et je crois que c'est là que le président tunisien actuellement a un problème. C'est dans la manière de faire. Parce que si déjà il a une assemblée qui a majorité... voilà. Il ne peut pas changer ce fait-là. C'est là déjà. Donc, c'est plutôt voir comment composer avec ce groupe, tout en peut-être les amenant petit à petit ensemble à gouverner. Mais là, si il est dans une posture frontale, je me dis, est-ce qu'il va s'en sortir? C'est ça aussi. Sinon, a priori, le fait qu'il ne soit pas purement politique, à mon avis, n'est pas trop le problème. Parce qu'on peut ne pas être, on a vu des gens, ils n'étaient pas de la politique, mais une fois arrivés, ils savent la mission qui leur sont confiées et ils ont pris les personnes ressources qu'il faut pour les conseiller. Parce que gérer, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Donc, il faut une équipe. Donc, je me dis qu'il y a certainement encore un travail de fond à faire. Peut-être c'est la peur aussi, la peur de comme ce que le grand frère dit, c'est la peur. Maintenant, on ne sait pas aussi tout ce qui est comme pression derrière le président. C'est ça aussi peut-être que des fois on ignore et on voit juste ce qui est visible. Mais qu'est-ce qui est en dessous de l'iceberg? Qu'est-ce qui est dans l'eau? Voilà, on ne sait pas. Et là, ça serait très difficile d'avoir une analyse complète. On ne peut que dire je dirais... Des choses superficielles. Voilà. Allez, on marque la petite pause, on revient pour la suite.